Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. On va ici parler d'accumulateurs, étant donné que je me suis procuré de nouvelles cellules de chimie lithium fer phosphate dans le but de construire une batterie spécialement dédiée à mon projet de vélo électrique que vous avez peut-être vu précédemment en vidéo. Alors cette vidéo-là se présente en deux parties. On va d'abord parler de ces cellules-là, de pourquoi je les ai choisies, quels sont leurs avantages à mon sens, sachant que j'ai beaucoup hésité sur le modèle. Et en deuxième partie de vidéo, on parlera de l'assemblage de plusieurs de ces cellules pour former un pack d'accu complet, donc une batterie, puisque à ce sujet-là, j'ai un certain nombre de remarques à faire et des conseils à vous donner, notamment concernant la sécurité, puisque la manipulation de ce genre de choses présente toujours des risques, notamment de court-circuit. Je vais rapidement passer sur la question de savoir pourquoi j'ai choisi la chimie lithium fer phosphate plutôt qu'une autre pour ce nouveau projet de batterie. Alors c'est parce que c'est une chimie avec laquelle on a maintenant un certain recul dans le temps, on commence à savoir ce que ça vaut. On sait par exemple que si les accus sont de qualité et bien utilisés, eh bien qu'ils peuvent tenir au minimum plusieurs années, indépendamment du nombre de cycles décharge-recharge effectués. On sait aussi qu'ils peuvent supporter de l'ordre de quelques milliers de cycles décharge-recharge. Alors après, attention, ça dépend aussi de ce qu'on appelle la profondeur de décharge. Ce sont des accus qui sont connus par rapport à d'autres chimies pour présenter moins de risques d'incendie ou d'explosion en cas de surtension pendant la phase de charge ou de choc déformant l'enveloppe extérieure, voire la perforant. Enfin, il présente une densité énergétique tout à fait intéressante, même si ça n'est pas la plus élevée parmi tous les types d'accus qui se font aujourd'hui. Je tenais à vous parler spécialement de cet achat de cellules parce que je les trouve intéressantes pour plusieurs raisons, notamment du fait de leur facteur de forme, si on peut appeler ça comme ça, qui est plutôt inhabituel ou en tout cas pas encore très connu à ce jour. Tout le monde connaît les cellules dites 18-650. Ici, le facteur de forme est différent, c'est le 33-140. Nous avons 33 mm en diamètre pour 140 mm de long, ce qui fait un beau cylindre dans la main. La tension nominale, c'est 3,2 volts et la capacité est de 15 ampères-heure. C'est un facteur de forme intéressant dans le sens où la capacité que ces cellules procurent se trouve entre ce que va donner une cellule 18650 et ce que vont procurer en gros les premières tailles, alors attention, ce n'est pas forcément tout à fait vrai, mais les premières tailles de cellules prismatiques. Donc ça offre un entre-deux très intéressant à mon sens pour les applications semi-puissantes comme mon vélo électrique. Alors à la base, j'étais parti sur AliExpress en recherche de cellules prismatiques, comme pour mon tricycle électrique, sauf que j'aurais choisi une capacité inférieure. Alors je n'ai pas trouvé ce que je voulais précisément en cellules prismatiques, soit les dimensions ne me convenaient pas en vue de faire un pack qui puisse s'insérer dans le cadre d'un vélo qui a une forme si particulière, soit les capacités ne me convenaient pas non plus. Et à force de passer du temps sur le site, eh bien, ces cellules cylindriques sont apparues en suggestion de produits. Alors, à l'origine, elles ne m'intéressaient absolument pas parce qu'elles sont cylindriques. Les connexions se font des deux côtés et non pas d'un seul pour les cellules prismatiques, ce qui demande certaines précautions. On va le voir au niveau de l'assemblage. Et le plus gros problème qui a été résolu, c'est que les cellules cylindriques, à quelques exceptions près, elles sont souvent prévues pour être connectées par de la soudure par points. Et les fabricants d'accus ont dû tenir compte de cet aspect qui peut être rebutant à l'achat de cellules cylindriques, ce qui fait que désormais, ils vous proposent des cellules cylindriques avec une petite feuille de nickel déjà soudée par points en usine au niveau des deux pôles de chaque côté. Plus besoin de soudeuse par points, on vient simplement faire des brasures au niveau de la petite feuille de nickel.
Et en plus de ça, c'est démontable, on peut faire des essais et puis ensuite changer la forme du pack d'accu complètement si on le veut. Alors faites bien attention, les deux versions de cellules existent, des versions sans feuille de nickel, donc à souder par points soi-même, et les versions avec feuille de nickel où il n'y a plus qu'à braser. Je me suis en plus aperçu que ces cellules cylindriques présentaient une densité énergétique supérieure, et pas que d'un peu finalement, aux premières cellules prismatiques auxquelles j'avais commencé par m'intéresser. Alors après, peut-être que c'est une question de génération. Le facteur de forme 3340 est intéressant dans le sens où il évite d'avoir à assembler une multitude de cellules 18650 pour obtenir une capacité équivalente à une seule cellule comme celle-ci, ce qui fait que ça fait gagner un temps fou au niveau de l'assemblage. Alors ce n'est pas une question d'avoir la flemme ou quoi, mais moi je considère que moins il y a de connexions à réaliser, moins il y a de risques en probabilité d'avoir plus tard une connexion qui casse. Et en même temps, avec leur capacité intermédiaire, elles évitent de se forcer à choisir des cellules prismatiques qui pourraient s'avérer trop lourdes pour un vélo électrique. Donc grâce à ces petites capacités de 15 Ah, on peut, par association parallèle, ajuster assez finement la capacité totale du pack par rapport à ce dont on a réellement besoin. Alors ça, c'est le 3340, mais en pratique, si vous cherchez bien, vous trouverez d'autres facteurs de forme intermédiaires qui permettent vraiment de choisir précisément la capacité, directement ou par association parallèle, dont vous avez besoin pour vos applications. Et le dernier intérêt de ces cellules cylindriques par rapport aux prismatiques, c'est qu'on peut les associer exactement comme on veut, ce qui permet de créer un pack d'accu triangulaire, par exemple, qui pourra parfaitement s'insérer dans le cadre d'un vélo. Je me suis donc fait livrer 40 cellules comme celle-ci que j'ai commandées en 3 ou 4 fois de façon à recevoir 3 ou 4 colis parce que je craignais qu'il y en ait un qui se perde. Je ne sais pas si c'est malin de faire comme ça, mais je l'ai fait. Et finalement, tous les colis sont bien arrivés. Ça a mis plus de 3 mois à venir, donc il ne faut pas désespérer ni s'inquiéter. J'ai payé donc pour 40 cellules environ 466 €, frais de port inclus, TVA incluse, et il n'y a pas eu de frais de douane à l'arrivée. Je ne peux pas me prononcer sur la qualité de ces cellules chinoises à ce jour. Seule une utilisation sur la durée permettra de se faire un avis. Je ne peux pas non plus vous dire si les 15 Ah de capacité annoncée correspondent vraiment à la réalité parce que je n'ai pas d'appareil de mesure pour vérifier. Mais dans les avis clients du store où je les ai achetés, il y a des acheteurs qui auraient fait le test et ça correspondrait effectivement à 15 Ah de capacité d'après eux. Alors après, on ne sait jamais si les avis sur AliExpress sont vraiment authentiques. Si vous vous procurez des cellules cylindriques, en principe, en même temps, vous allez vous acheter ce genre de support en plastique et avec ceci, vous formerez une structure permettant de réaliser un pack d'accu assez propre. Je vous conseille de vous en acheter un nombre un peu supérieur à celui dont vous avez théoriquement besoin parce que moi personnellement, durant l'assemblage, j'en ai cassé quelques-uns parce qu'il faut beaucoup forcer pour réussir à enquiller la cellule avec son support. Ce qu'il faut faire surtout à mon avis, c'est enlever l'étiquette si elle se trouve au bord, donc dans la zone d'assemblage, parce qu'elle crée une surépaisseur qui ne pourra que favoriser le risque de casse des supports. Étant donné qu'une erreur de manipulation avec ces cellules pourrait potentiellement provoquer un court-circuit qui engendrerait des projections très dangereuses de métaux en fusion, il faudrait idéalement pendant l'assemblage porter une combinaison de protection assez sérieuse. Alors les amateurs n'ont en principe pas ça chez eux. Je vous conseille au minimum de porter des lunettes de protection. On est bien d'accord que c'est insuffisant, mais quoi qu'il en soit, c'est mieux que rien. Ces cellules ont un point très critique qui est que autour du pôle, vous apercevez une surface métallique non isolée correspondant à l'enveloppe de la cellule. Et surprise, si on mesure la tension entre cette enveloppe et le pôle à raccorder, eh bien on voit qu'elle n'est pas nulle.
Ceci est une tension que j'appelle une tension intermédiaire. Je pense qu'elle est due à l'assemblage des différents éléments chimiques constituant la cellule. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il ne faut surtout pas la court-circuiter. Et le problème, c'est que le pôle et l'enveloppe sont à peine écartés de 2 mm peut-être grand maximum, ce qui fait que si jamais votre fer à souder dévie un petit peu pendant l'assemblage, vous pouvez causer un court-circuit. Les lamelles métalliques que vous allez utiliser pour réaliser les connexions série et parallèles entre les cellules, si elles vous lâchent des mains, peuvent aussi causer un court-circuit très facilement. La pince Bruxelles avec laquelle vous allez manipuler les lamelles peut aussi causer un court-circuit. Et enfin, une goutte d'étain en fusion qui tomberait entre les deux parties peut aussi causer un court-circuit. Au niveau du pôle négatif, c'est un tout petit peu moins critique puisque nous avons cette fois une feuille noire isolante, mais qui malheureusement ne s'avance pas jusqu'au plus près du pôle, ce qui fait qu'on aperçoit autour un petit liseré métallique, toujours correspondant à l'enveloppe. Et entre ce liseré et le pôle négatif, nous avons là aussi une tension intermédiaire. Ce qui veut dire que si vous brasez par exemple un fil multibrin, vous devez vous assurer que tous les brins soient bien pris dans la brasure, de façon à ce qu'il n'y en ait pas un qui puisse s'écarter du lot et venir toucher le petit liseré et causer un court-circuit. Ça peut vous paraître un peu débile comme avertissement, mais moi je préfère le dire parce que je considère que quand on manipule ça, on est en fait toujours à deux doigts de risquer de causer un court-circuit quelque part. Entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment je connecte les cellules entre elles. Avant de braser, j'ai nettoyé chaque feuille de nickel à l'aide d'une brosse en nylon montée sur une mini perceuse. Il faut tenir compte du sens de rotation de l'outil pour ne pas risquer d'arracher les feuilles de nickel. Sachant que la brosse tourne dans ce sens-là, je commence par la poser au milieu de la feuille et j'avance ensuite dans cette direction. Pour attaquer la deuxième moitié, je retourne la cellule, je repose la brosse au milieu et je continue aussi dans cette direction-là. Le métal d'apport provenant du fil de brasure s'accroche plus difficilement au nickel que sur le cuivre, même après l'avoir brossé. Et il faut faire très attention à ça parce que dans certains cas, on peut avoir l'impression de réaliser une bonne brasure alors qu'en vérité, on est plutôt en train de faire une sorte de collage au niveau du nickel qui ne sera pas très solide. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à ajouter du flux continuellement pour faciliter le processus de brasage. J'ai procédé un peu différemment d'une brasure classique, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par déposer du métal d'apport sur les feuilles de nickel au niveau des cellules et j'ai fait la même chose au niveau des lamelles en cuivre destinées à réaliser les connexions entre les cellules. Une fois que les différents éléments ont été enduits d'étain, si je puis dire, j'ai redéposé du flux dessus et j'ai ensuite disposé les éléments dans leur position définitive. J'ai ensuite réchauffé les ensembles de façon à ce que l'étain refonde et assemble les différentes parties. J'ai procédé comme ceci puisque la difficulté ici, c'est que non seulement, je l'ai dit, sur le nickel ça accroche plus difficilement, et le problème aussi c'est que comme on superpose des éléments, on ne voit pas si la brasure fait bien une liaison entre les deux. Alors que si on a d'abord déposé du métal sur les deux surfaces à assembler et qu'ensuite on se contente de le faire refondre avec en plus du flux, on est beaucoup plus sûr de créer de bonnes liaisons. Ne déposez pas trop de métal d'apport parce qu'il va se retrouver comprimé entre deux plaques. À ce moment, une goutte en fusion pourrait être éjectée et si elle se décroche et qu'elle commence à se balader dans le pack, ça peut causer un court-circuit. Il est plus critique d'établir les différentes liaisons entre les cellules sur la deuxième façade du pack d'accu que sur la première. Tout simplement puisque quand on s'attaque à la deuxième, ça veut dire qu'on a déjà créé des liaisons sur la première façade et il suffit donc de déposer une lamelle de cuivre à un mauvais endroit entre deux pôles pour causer un court-circuit. Alors pour éviter que cela n'arrive, normalement on a prévu un plan précis qui indique les endroits où on doit faire des connexions. Le souci, c'est que pour des raisons de praticité, on est en fait amené à retourner le pack plusieurs fois dans tous les sens et il va donc devenir assez difficile de suivre correctement le plan prévu. Et donc, ce que je préconise pour limiter les risques,
c'est premièrement de vous créer un cache troué qui ne laissera apparaître que la petite zone restreinte dans laquelle vous devez, sur le moment, réaliser une liaison. Et deuxièmement, je vous conseille de vérifier systématiquement l'absence de tension entre deux pôles que vous vous apprêtez à lier. Je précise qu'avant de connecter deux cellules en parallèle, je m'assurais que l'écart de tension entre les deux ne dépassait pas quelques millivolts, de façon à limiter le courant de décharge d'une cellule à l'autre au moment de la connexion. Et faites attention si votre pack d'accu présente au total au moins quelques dizaines de volts, puisqu'il est tout à fait possible de se prendre des décharges, notamment quand on a les mains un peu moites. Donc en résumé, il faut prendre son temps, il faut être minutieux, il vaut mieux vérifier énormément de fois les choses plutôt qu'abîmer une cellule ou de s'abîmer soi. Une fois que le pack d'accu est terminé, on doit l'associer à un BMS pour pouvoir l'exploiter. Ce sera, j'espère, le sujet de prochaines vidéos. On doit aussi l'enfermer dans un boîtier qui le protège des chocs, de l'humidité et aussi de l'entrée éventuelle d'un copeau métallique qui pourrait, une fois de plus, causer un court-circuit. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle aura pu vous apporter quelque chose et je vous dis à une prochaine fois, je l'espère.